Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'atelier. Je réalise que j'avais oublié de cliquer sur démarrer pour commencer l'atelier, donc merci d'être là. Et puis, je me présente, Dominique Tremblay. Aujourd'hui, on va travailler des expériences scientifiques culinaires. Donc, on va utiliser la science et on va utiliser aussi nos talents culinaires pour cuisiner à l'aide de nos connaissances scientifiques et mathématiques. Donc, moi, c'est Dominique Tremblay, enseignant en sciences, mais qui tripe aussi beaucoup sur la cuisine. Ce que vous allez avoir besoin pour faire votre expérience aujourd'hui, vous allez avoir besoin de sacs Ziploc. Donc, vous allez avoir besoin d'un grand et d'un petit. Vous allez avoir aussi besoin de glaçons. Donc, allez dans votre congélateur, chercher des glaçons. Vous allez en avoir besoin de ces glaçons-là. Et puis, on ne placera pas la crème glacée dans le congélateur aujourd'hui. On va plutôt sortir les cubes de glace et utiliser les cubes de glace. C'est une activité qui fonctionne super bien si vous voulez, par exemple, aller faire un pique-nique. Vous prenez les glaçons qui traînent dans votre glacière et vous pouvez faire votre propre crème glacée sur place. Ça serait difficile d'apporter de la crème glacée et qu'elle reste congelée, mais avec cette expérience-là, c'est possible. On va faire deux expériences aujourd'hui, une dans la première demi-heure et l'autre dans la deuxième demi-heure. Donc, deux expériences. La première, c'est notre crème glacée. Donc, les ingrédients que vous allez avoir besoin pour ça, vous allez avoir besoin de lait, crème, un ou l'autre, ça ne dérange pas. Je vais enfin utiliser les différents produits pour que vous puissiez voir la différence aussi. Parce que quand on fait des sciences, on a ce qu'on appelle des variables. On veut changer des choses. Donc, variable dépendante, variable indépendante. Donc, quand je suis en train de faire des sciences, moi, je vais faire des changements. On appelle ça changer la variable indépendante. Je vais tester différents types de lait et de crème. C'est moi, en tant qu'expérimentateur, qui vérifie ça. Maintenant, le résultat final, comme la texture de ma crème glacée, ça, c'est la variable dépendante. C'est la variable que je vais observer pendant que je suis en train de faire l'expérience. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai vu des questions dans la section questions-réponses. Il y en a qui me demandaient, est-ce que j'utilise des petits fruits comme arôme? Vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour faire le parfum ou l'arôme de votre crème glacée. C'est 100% votre choix. Moi, je vais en utiliser différents ici à la maison. Donc, je vous invite à faire la même chose. Ça serait intéressant qu'on ait des crèmes glacées tout à fait différentes. Ceci dit, je vous ai dit qu'on allait utiliser des cubes de glace. J'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, est-ce que vous savez à quelle température l'eau peut geler? À quelle température en degrés Celsius est-ce que l'eau va passer de l'état liquide à l'état solide, c'est-à-dire devenir de la glace? Si vous pouvez m'écrire ça dans la section des questions-réponses, moi je vais vérifier ici dans la section des questions-réponses, voir qu'est-ce que vous me donnez. À quelle température est-ce qu'on peut avoir de la glace? Donc, allez dans la section questions-réponses et vous pouvez m'écrire ça à cet endroit-là. Pendant que vous êtes en train de faire ça, moi, je vais aller chercher des cubes de glace dans le congélateur. Vous allez les voir ici. Évidemment, je vais les laisser dans le congélateur jusqu'à la dernière minute pour être certain qu'on aurait... C'est encore à l'état solide. Et là, si je regarde vos réponses, il y en a qui parlent à 0 degrés Celsius. Vous avez 100% raison. Maintenant, le problème, c'est que là, on veut faire geler notre lait ou on veut faire geler notre crème. Je vais venir chercher de la crème ici aussi. Hein? Puis là, j'ai des différents pourcentages ici. Vous voyez, le lait est à 2 j'ai de la crème à 10, à 15 et à 35 L'objectif, c'est que je fasse la science. Donc, je vais tester les différentes compositions, voir qu'est-ce que ça nous donne. Mais je vous invite à la maison peut-être à en faire une, ou si vous avez la chance d'en faire deux ou trois, dépendant des ingrédients que vous avez. Mais pourvu que vous en faites au moins une, ça serait super intéressant. Donc, vous m'avez dit à 0 degrés Celsius. Pour être capable de faire passer, ici j'ai mes cubes de glace, mes glaçons, pour être capable de retirer la chaleur qui se retrouve à l'intérieur de la crème, qui va être ici dans le petit sac Ziploc, il faut que l'extérieur soit plus froid. Et malheureusement, si la glace fond à 0 degrés Celsius, ben, le point de fusion de ma glace et le point de congélation de ma crème ou de mon lait sont pratiquement les mêmes. Et ça cause un problème. Il faut qu'on ait une différence. Donc, il faut utiliser une substance qui va me permettre que la glace fonde à une température beaucoup plus basse que 0. De cette manière-là, la glace va fondre à une température plus basse et ça va permettre de retirer la chaleur qui se retrouve dans mon lait ou dans ma crème. Et là, je vous invite à essayer de m'écrire dans le clavier
quelle substance pensez-vous qu'on peut utiliser pour permettre de faire fondre la glace à une température plus froide? Et je vais vous donner un indice. Pensez à nos routes canadiennes en hiver. Qu'est-ce qu'on utilise sur les routes canadiennes en hiver? Il fait très, très froid et on veut faire fondre la glace. Il y a une substance qu'on utilise pour faire fondre la glace sur nos routes canadiennes en hiver à une température en dessous de 0. Je regarde vos questions dans vos commentaires. Je vois qu'il y en a plusieurs qui m'ont parlé. Je n'ai pas de glace, est-ce qu'on peut utiliser quelque chose d'autre? Vous pouvez utiliser, les placer dans le congélateur, mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir l'aspect scientifique, de réduire le point de fusion de la glace. Mais vous pouvez aussi placer l'expérience dans le congélateur et refaire l'expérience plus tard lorsque vous aurez des glaçons. Il n'y a pas de problème. Ceci dit, je continue de voir vos commentaires. Je suis subjugué par la quintessence de votre perspicacité. Parce que je vais voir dans la section des réponses sur mon ordinateur, les commentaires que vous avez vus, vous m'avez dit le sel. Et oui, on va avoir besoin de sel. Donc, du bon vieux sel, ça ne dérange pas que ce soit du sel blanc, du sel rose. Hein? Aucun problème pourvu que c'est du sel. Et ça, c'est ce qu'on met sur les routes l'hiver pour permettre de baisser la température à laquelle la glace va fondre. Donc, même s'il fait moins 3, moins 4, moins 5, on place la glace et ça fait fondre la glace plus bas. En faisant fondre la glace plus bas, ça veut dire que ma glace va commencer à fondre à une température en bas de 0 degré Celsius, permettant ainsi d'absorber la chaleur qui va se retrouver dans mon lait ou dans ma crème. Donc, on va utiliser beaucoup de sel aujourd'hui. Donc, on va utiliser le sel, on va utiliser la glace et on va utiliser mes ingrédients. Si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Je vais juste aller voir s'il y a d'autres questions. Oui, hey, j'ai quasiment 60 personnes qui ont écrit le sel. Je suis vraiment subjugué par la quintessence de votre perspicacité. Donc, j'ouvre mon sac de glaçons ici. Et voici comment ça va fonctionner. Là, vous pouvez utiliser des tasses à mesurer. Vous pouvez y aller à peu près à l'heure. On dit à peu près 4 tasses de glaçons. OK? C'est à peu près. Pourvu qu'on remplit pas mal le sac ici, c'est ce qui est important. Donc, là, je vais le faire sous forme de mesure, mais ce n'est pas important d'être très précis. Là. La précision dans cette expérience-là, ce n'est pas ce qui est de plus important. Donc, c'est une tasse de glaçons. Puis, vous pouvez être généreux dans vos tasses de glaçons. Là. Vous voyez, ma tasse déborde, donc une deuxième tasse de glaçons. Et si on place ça dans le grand sac, une troisième tasse de glaçons et une quatrième tasse de glaçons. Présentement, les glaçons dans ce sac-là fondent seulement à 0 degré Celsius. On veut baisser cette température-là. Je vais même en mettre un petit peu plus pour être certain que ma substance est bien enrobée, ma crème glacée est bien enrobée de glace. J'en ai assez. Ah, tiens, on veut que notre sac soit quand même assez bien rempli. Donc, ici maintenant, pendant que ça c'est prêt, je vais le placer de côté et là on va travailler à la préparation de crème. Je vais commencer avec de la crème 10%. Vous pouvez utiliser du lait, vous pouvez utiliser de la crème 15, 18, 35. Ça va être intéressant de voir les différents résultats que vous avez. En passant, fait intéressant pour ceux qui adorent la cuisine, saviez-vous qu'il existe des tasses à mesurer pour les solides et des tasses à mesurer pour les liquides? Les tasses à mesurer pour les solides ressemblent à ça ici. Vous voyez? Donc ça, c'est une tasse à mesurer solide et ça, c'est une tasse à mesurer liquide. La grosse différence entre ces tasses à mesurer-là, et là, je vais changer de caméra pour bien vous montrer. La grosse différence, c'est que cette tasse à mesurer ici, tu mets, pour avoir une tasse, tu en mets jusqu'au rebord. C'est habituellement, tu sais, pour des choses comme la farine ou le sucre, où tu viens à l'intérieur, et après ça, tu utilises un couteau pour enlever le surplus. Et là, tu as exactement une tasse. Dans le cas de la tasse liquide, si on mettait du liquide jusqu'au rebord, ça déborderait et ça pourrait couler. Donc, les tasses liquides, si vous voyez ici, j'ai une tasse, il reste de l'espace. Et où il y a aussi un bec verseur. C'est vraiment la différence. Si vous n'avez pas les deux types de tasses, c'est correct. Mais je voulais juste vous le mentionner comme ça. Si la cuisine vous intéresse, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Donc, je vais utiliser la crème ici, comme vous voyez. Donc, moi, j'utilise la crème 10% en ce moment. Et je vais en mettre à peu près
Une tasse. OK? Une tasse de crème. Et évidemment, on veut que ce soit de la crème glacée qui soit goûteuse. Donc, on va évidemment mettre un petit peu de sucre. Mais on ne veut pas trop en mettre. On veut quand même que ça demeure assez santé. Ma suggestion, c'est d'y aller à peu près à 1 cuillère à soupe et demie. Si tu aimes ça plus sucré, tu pourrais mettre 2 cuillères à soupe. Si tu aimes ça moins sucré, tu pourrais mettre 1 cuillère à soupe. Mais à peu près 1 cuillère à soupe. Et là, évidemment, on va s'assurer que c'est bien mélangé. Donc, ma suggestion ici, c'est que vous utilisez un petit fouet, une petite fourchette ou une petite cuillère pour vous assurer que le sucre est bien dissous dans votre crème. Et là, évidemment, on veut différents parfums de crème glacée. Je vais y aller avec une première crème glacée qui va être très, très simple ici. Je vais y aller avec de la bonne vieille vanille. Donc, j'ai ici de l'extrait de vanille que je vais mettre. Mais évidemment, si vous aimez les petits fruits, si vous aimez n'importe quel type de fruits, là, j'ai mis à peu près l'équivalent d'une cuillère. Si vous aimez ça très vanillé, moi j'aime ça très vanillé, vous pouvez en mettre plus. Si vous aimez ça moins vanillé, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Il y en a qui m'ont demandé aussi, est-ce qu'on peut utiliser des petits fruits? Oui, tantôt je vais en faire une avec des petits fruits. Donc, je mélange ça ici. Et là, maintenant, c'est ce qu'on veut faire congeler. Donc, on se prépare. J'ai ici mon sac Ziploc. On va se faire de l'espace ici un petit peu. Et là, c'est l'étape super importante, c'est de placer le liquide à l'intérieur du sac Ziploc ici. Et là, c'est ce qui est super important. On veut enlever l'air supplémentaire le plus possible et on veut bien fermer le sac Ziploc. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que de l'eau salée se retrouve à l'intérieur de notre crème glacée. Donc, il faut vraiment vous assurer de bien sceller le sac Ziploc. Les sacs Ziploc sont justement faits pour ça. Donc, vous pouvez même le tester, là, vous assurer que ça ne coule pas. Et lorsque c'est terminé comme ça ici, là, c'est là qu'on revient à notre gros sac, ici. Et là, je vais peut-être vous surprendre, là, on ne mettra pas une cuillerée de sel, on va mettre une demi-tasse de sel. Donc, le sel, c'est un solide. Donc, je vais utiliser une tasse à mesurer faite pour les solides et je vais venir chercher du bon sel. Maintenant, ne vous inquiétez pas, la crème glacée ne sera pas salée. Si vous avez bien fermé votre sac Ziploc, le sel ne se retrouvera pas dans votre crème glacée, évidemment. Ceci dit, je viens placer environ une demi-tasse. Et là, tu sais, c'est environ. Je ne suis pas obligé d'aller exactement jusqu'au rebord, mais à peu près une demi-tasse de sel. Et là, on place ça dans notre glace. Ça va permettre à la glace de commencer à fondre. OK? Et là, c'est là qu'on place notre petit sac à l'intérieur du gros sac. Et là, c'est là qu'on a du plaisir. Ça prend à peu près une dizaine de minutes, 8 à 10 minutes. Donc, je vais revenir à la caméra principale pour vous montrer ça. Il faut bien mélanger. Il faut bien mélanger, comme ça ici. Je vais même enlever l'excédent d'air que j'ai dans mon sac ici. Comme ça. Reprends. Parce que là, présentement, la glace est en train de fondre en absorbant la chaleur de notre crème. Donc, la glace est en train de fondre, comme ça. Et ça, si vous avez un petit frère ou une petite sœur, vous pouvez lui donner la tâche de faire ce travail-là pendant que vous êtes en train de préparer votre haute crème glacée. Donc, on continue comme ça. C'est important de bien mélanger parce qu'on veut éviter que ce soit juste les rebords qui vont congeler. On veut s'assurer que toute la crème va congeler. Mais vous voyez que le sel fait fondre notre glace et on va faire geler la crème glacée. On continue comme ça. Pendant que c'est en train de se faire, je voulais juste vous mentionner une petite pause publicitaire pendant que je suis en train de brasser. Savez-vous que Mon Eureka vous offre un service lorsque l'école va recommencer de tutorat pour vous aider dans vos devoirs, vos travaux scolaires? Mon Eureka aussi vous fournit des idées
de choses que vous pouvez faire, aussi des défis, et c'est pour ça qu'on fait les camps d'été aussi, pour vous donner des défis pendant l'été. Là, pendant que je suis en train de faire ça, vous allez voir que mes mains sont en train de geler. Et pour la sécurité, parce que je vous ai dit que la température était en bas de zéro, pour la sécurité, je vous suggère, si vous avez accès à des mitaines ou des gants pour le four, hein, moi, j'ai utilisé des gants thermiques ici, juste pour protéger nos mains, parce que le but, c'est de faire geler la crème glacée et de ne pas faire geler nos mains. On mélange ça comme ça ici, et très bientôt, on devrait avoir, on parle de 5 à 7 minutes, là. Puis là, j'ai commencé à peu près à E16. Voilà. On mélange ça ici. Vous voyez que c'est en train. Ça commence à geler. Ma bonne crème glacée à la vanille. Voilà. Ça fonctionne. J'ai hâte de me régaler. La crème glacée pour dîner. J'allais dire pour déjeuner. Si vous vous êtes levé plus tard aujourd'hui, on peut même mettre la crème glacée pour déjeuner. Donc, c'est en train de geler, super, super. Pendant que c'est en train de geler, je vais rapidement partir une autre crème glacée ici. Je vous invite à continuer à brasser pendant que vous êtes en train de faire ça. Mais je veux juste vous montrer qu'on pourrait en faire une. Je vais utiliser un mélangeur. Si vous n'avez pas la permission de vos parents d'utiliser un blender ou un mélangeur, je vous invite à peut-être le faire à la fourchette, hein, écraser vos petits fruits à la fourchette. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ici. Je pense qu'on a changé de caméra par erreur. Ça revient. Donnez-moi un instant, je vais replacer la bonne caméra. OK. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer. Je vais continuer de mélanger ça, c'est important. Une tasse ici de lait. Je vais utiliser du bon lait. Ici, cette fois-ci, un mélange légèrement plus santé qu'à la crème, un petit peu moins de gras. En passant, si vous avez des allergies alimentaires aussi, vous pouvez utiliser lait d'amande, lait de soya, lait d'avoine, peu importe le lait ou si vous avez des restrictions alimentaires, c'est possible aussi. Et là, je vais utiliser des petits fruits. J'ai ici des framboises, j'ai des fraises. Disons que je vais me faire une crème glacée aux framboises. Même idée, je vais placer quelques framboises. Encore une fois, si vous n'avez pas la permission d'utiliser le mélangeur à la maison, si vous n'en avez pas, cette étape-là peut être très bien faite à la fourchette en écrasant. En fait, c'est même meilleur parce qu'on se ramasse avec des petits morceaux de fraises ou de framboises aussi, c'est meilleur. OK, ceci dit, c'est pas plus long que ça. J'ai maintenant mon mélange. Je vais continuer à mélanger celui-ci, c'est super important. Ça me prendrait quasiment des gens pour m'aider à faire le tout ici. Et là, je vais tasser le mélangeur. Et voilà. Donc, ceci dit, moi, ce que je vais faire pour que ce soit encore meilleur, je vais ajouter le reste des framboises dedans, comme ça. Comme ça, il va y avoir des petits morceaux de framboises. Et je vais mettre beaucoup moins de sucre, vu que c'est déjà sucré par les fruits. Dans ce cas-ci, je vais peut-être y aller avec une demi-cuillerée de sucre. Et le même processus, donc un petit Ziploc et un grand Ziploc, je les ai ici. Et on va pouvoir faire ça. Donc, je verse le mélange dans le petit Ziploc. Je vais continuer. Et voilà. Je vais avoir beaucoup de vaisselle à faire après notre atelier aujourd'hui. Donc, une tasse de lait, des petits fruits et un petit peu de sucre. Et là, ici, vous vous souvenez que je place beaucoup de glace. Hein? Donc, à peu près l'équivalent de 4 tasses ou même un peu plus. Généreux dans la glace, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire geler le tout. Donc,
Donc, comme je vous disais, ça, en pique-nique, là, vous utilisez la glace qui se trouve déjà dans le fond de votre glacière. Et vous faites juste vous apporter une demi-tasse de sel. Et vous pouvez déjà pré-mélanger vos ingrédients. Puis, sur place, au pique-nique d'été, vous pouvez faire geler votre crème glacée sans même avoir un congélateur. Donc, il faudrait que je continue mon travail. Là, je vais avoir 2 à faire. Donc, le sel, ici, dans la glace pour commencer à la faire fondre à une température plus basse que 0. Et, évidemment, je m'assure que ça, c'est bien fermé. Et c'est parti. Maintenant, là, j'en ai 2 à faire, puis je vais aussi aller voir les questions et les commentaires pendant ce temps-là. J'aimerais ça que vous me parliez de comment ça se passe chez vous. Est-ce que c'est en train de geler? Donc, je m'en viens voir vos questions et commentaires. Peux-tu utiliser des bleuets gelés? Ben oui, ça va même aller mieux. Félicitations pour l'idée. On mélange pendant combien de minutes? À peu près 5 à 10 minutes. Le recipe, super facile. Le recipe, c'est une tasse de crème ou de lait ou de lait, de substitut de lait. Donc, une tasse de substance laitière, je devrais dire. Et à peu près une cuillère à table de sucre. Hein, plus ou moins sucré, 1 ou 2, et ensuite votre arôme. Saviez-vous, en fait, un fait intéressant, saviez-vous qu'on ne parle même pas de saveur de crème glacée? On a souvent tendance à dire ça. Ce n'est pas un mot approprié, saveur de crème glacée. Il faut plutôt dire un parfum de crème glacée. J'ai toujours trouvé ça bizarre, un parfum. Mais dans ma tête, un parfum, c'est pour sentir bon. Mais le vrai mot, on peut parler de parfum de crème glacée. Il y en a aussi qui ont parlé d'arôme, hein? Mais le mot saveur de crème glacée, ce n'est pas un mot qu'on peut utiliser en français. Donc, même si on dit flavor en anglais, là, vous voyez que ça commence à geler ici à l'intérieur, super. Celle-là ici, elle est moins avancée, évidemment, parce qu'on vient de la commencer. Je vais faire geler ici, excellent, on mélange ça. Et là, je vais venir voir ici d'autres questions, commentaires sur mon ordinateur. OK, donc là, il y en a qui me demandent si je joue à Roblox, je joue à Fortnite. En fait, ça n'a pas rapport avec l'atelier, mais vu que vous voulez me connaître, moi, je suis un gros fan de Minecraft version éducation. Donc ça, c'est au niveau du gaming que je fais. Et Roblox, j'adore créer mes propres jeux avec la programmation, le coding. Fait que ça, c'est ceux qui voulaient me connaître, qui me posent ces questions-là. Ça, ce sont mes intérêts. Et là, vous allez voir que ça commence à geler ici à l'intérieur. Celle-ci prend un peu plus de temps. En fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a essayé sans sel. Parce que c'est toujours intéressant dans une expérience scientifique à voir ce qu'on appelle un contrôle, c'est-à-dire un groupe contrôle, un groupe qui ne contient pas l'ingrédient secret, le sel, pour créer une comparaison. Donc, je compare sel versus pas de sel. Et vous allez voir que c'est impossible. La crème glacée va devenir froide, mais elle ne gèlera pas si vous n'ajoutez pas le sel. Donc, celle-ci, elle commence à être de plus en plus prête. Vous voyez que ma glace fond très, très bien. Excellent. Encore une fois, s'il y en a qui viennent de se joindre à nous, vous voyez que je porte des gants pour ne pas geler mes mains parce que la température est à moins de 0 degrés Celsius. C'est très, très froid. Comme je vous dis, si vous en faites plus qu'une, donnez ça à votre petit frère ou petite sœur avec des gants. Comme ça, vous avez quelqu'un pour faire le travail pour vous. Et pendant qu'on est en train de faire ça aussi, je suis en train de vous mentionner que mon Eureka, ça l'offre de l'aide aux devoirs. Donc, soit par clavardage, vous pouvez appeler mon Eureka. Donc, ça vous donne toutes sortes d'idées. Mais si vous êtes bloqué aussi quand vous êtes en train de faire vos apprentissages, vos profs vous donnent des devoirs, puis vous n'êtes pas trop certain comment y répondre, bien, vous pouvez téléphoner ou utiliser le clavardage Mon Eureka. Et comme ça, ça peut vous aider à mieux comprendre si vous êtes bloqué dans vos travaux scolaires. Une des raisons qu'on mélange aussi, c'est que la glace va avoir tendance à faire geler la crème sur le rebord du sac à l'intérieur, mais pas dans le milieu. Fait qu'en mélangeant, ça nous permet de nous assurer que toute la crème vient en contact avec le rebord pour geler. Vous avez peut-être déjà vu des machines à crème glacée professionnelles. On pose ça dans un sac comme une vraie machine professionnelle.
il y a comme quelque chose qui gratte continuellement le rebord, parce que ça gèle sur le rebord, fait qu'on gratte, on a du gelé, et on ramène la crème qui n'est pas encore gelée sur le rebord. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, là, j'en fais ici comme ça, mais dans mon garde-manger, j'ai une vraie machine à crème glacée, et ça le fait pour moi. Là. Ça va arrêter. Mais c'est un peu le même principe, c'est qu'on prend de la glace et on la baisse. On baisse le point de congélation et le point de fusion. Là, j'utilise ces deux mots-là depuis tantôt, le point de congélation et point de fusion. Sachez que c'est deux concepts opposés, mais le point est le même. Si on dit que ça congèle et ça fond à 0 degré Celsius, si j'ajoute de la chaleur, ça va fondre à 0 degré Celsius, mais si je retire la chaleur, donc je rends ça plus froid, ça va geler à 0. Donc, le point de fusion et le point de congélation sont, en fait, pratiquement les mêmes. Je vais juste aller vérifier, je suis curieux, voir si on a de la crème glacée. C'est merveilleux. Je laisse encore peut-être une minute, mais on commence à avoir de la crème glacée. J'espère que ça fonctionne chez vous. J'aimerais ça que vous me mentionniez dans la section des questions-réponses si ça fonctionne chez vous. Mais ça fonctionne très, très bien ici. On va avoir de la crème glacée super délicieuse. Sans congélateur. Et là, je vais aller me chercher un petit bol. Moi, j'aime toujours ça, rendre ça super beau, hein, la nourriture. Des petits bols pour présenter notre résultat final. Une cuillère à crème glacée. Évidemment, vous n'avez pas nécessairement besoin de ça, mais ça fait beau. Enfin, même, je vais venir me chercher ici un petit peu de chocolat. C'est toujours beau d'avoir un petit peu de chocolat sur le dessus, mais ce n'est pas de la crème glacée au chocolat, si on veut que ça soit beau. Hein? Parce que là, on parle de science, mais c'est le fun aussi. La nourriture, c'est beaucoup artistique aussi, c'est beaucoup des arts. Donc, ici, je vais ouvrir la palette de chocolat. Ça va me prendre des ciseaux. Et voilà. Allez, on va avoir un chef-d'œuvre. J'ai bien hâte de vous montrer ça, le résultat final. Donc, si j'ai du bon chocolat noir, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Là, on voit la recette de base, mais vous autres, vous pouvez agrémenter ça de la façon dont vous voulez. Tu aurais même pu faire d'autres idées. Si tu as des feuilles de menthe dans ton jardin, tu aurais pu mélanger ça, une bonne crème glacée à la menthe. C'est délicieux. Menthe et chocolat, c'est une belle combinaison ici. OK, je pense que je suis prêt ici à vous le montrer. Si je n'étais pas aussi pressé, je le laisserais encore un petit peu plus, mais regardez, une belle crème glacée. Oh, regardez ça. Oh! Je vais changer de caméra pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez le bol ici. Comme ça ici. Regardez-moi ça, la belle boule de crème glacée. J'espère que vous êtes subjugués par l'inquintessence de mon esprit scientifique et culinaire ici. Regardez-moi ça, les bonnes boules de crème glacée ici. Excellent. Et là, quand je vous parlais de la touche finale, là, pour rendre ça trop beau, je vais venir me chercher une petite râpe ici. Évidemment, vous n'avez pas la permission de vos parents d'utiliser une râpe, ne le faites pas, mais je vais râper du chocolat. Oh! Hey! Digne d'un chef, prêt à donner à tes clients au restaurant. Regardez-moi ça si c'est pas beau. On va revenir à la caméra principale pour vous montrer le résultat final ici. Ta-ta-da-dam! Et là maintenant, on a cette excellente crème glacée-là. Regardez-moi bien ça ici. Belle crème glacée. Avec un petit peu de brisure de chocolat. Pas trop dur, pas trop mou. Et quand même assez santé parce que j'ai utilisé de la crème 15%. Ici, je n'ai pas utilisé de la 35%, mais une excellente crème glacée. Délicieux. J'ai mis beaucoup de vanille dedans, avec les petites, la petite poudre de chocolat que j'ai mis par-dessus. Là. Excellent. Donc, j'aimerais avoir vos commentaires dans la section des questions-réponses. J'aimerais que vous me disiez si ça a fonctionné, si votre crème glacée elle a gelé, avant qu'on se lance dans notre prochaine expérience. Donc, si je vois ça ne marche pas chez toi, les choses qui peuvent ne pas avoir fonctionné, il faut placer beaucoup de sel.
Tu vois, j'ai mis une demi-tasse de sel pour à peu près 5 tasses de glace. Il faut mettre beaucoup de sel. Il faut brasser longtemps. Et il y a aussi le type de crème. Les crèmes avec moins de gras vont geler plus facilement. Donc, si tu utilises du lait 2%, comme ici, là, j'ai utilisé du lait, et tu vois que c'est en train de quand même bien fonctionner, là. Je vais juste me faire de la place ici, parce que ça commence à être pas mal occupé, ma cuisine. Donc, tu vas voir que ça gèle plus facilement. Donc, celle-ci, là, je ne l'ai pas beaucoup brassée, mais ça va être ma crème glacée aux framboises. Donc, elle est presque terminée. Donc, j'espère que ça fonctionne. N'hésitez pas, si jamais vous voulez me communiquer, vous savez comment communiquer avec moi. info@dominiquetremblay.com, Dominique, D-O-M-I-N-I-C, Tremblay.com, info@dominiquetremblay.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Mais moi, j'ai un délice là, après l'atelier. Là, j'ai un délice à goûter avec ma superbe crème glacée. J'ai 2 crèmes glacées tout à fait délicieuses. Ceci dit, donnez-moi un petit peu un instant. Je vais juste déplacer les choses ici pour qu'on puisse commencer notre deuxième partie de l'atelier. Parce que là, on a fait la crème glacée, mais on va aussi on va parler de mélange. Parce qu'on va se faire un mélange très spécial qu'on utilise beaucoup dans la cuisine. Finalement, je n'ai pas utilisé les fraises, j'ai préféré les framboises ce matin. J'ai tassé les fraises. Je vais tasser ça ici. J'ai plus besoin des gants. Parfait. OK. C'est important dans une cuisine, hein, que ce soit propre, que ce soit facile à travailler. OK. Donc, je vous disais qu'on va travailler le concept de mélange. Et vous voyez que même la crème glacée, c'est un mélange. J'ai placé de la crème, du sucre et un parfum ou un arôme pour donner un goût. C'est un mélange. Dans la cuisine, vous avez 2 types de mélanges. Vous avez des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. Je vais vous expliquer les mots. Homogène, ça veut dire que tu ne vois pas les ingrédients. Ça veut dire que les ingrédients sont dissous les uns dans les autres. Et quand on a un mélange homogène, on a ce qu'on appelle un soluté et un solvant. Donc, je vous donne un exemple. Ici, je vais me prendre une tasse à mesurer. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à la maison, je vais juste vous le montrer. Vous avez juste à le regarder ici. Je vais faire un zoom pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous devriez maintenant avoir un zoom sur ma tasse à mesurer. Et là, ici, je vais placer un peu de sel. Du sel dans de l'eau, c'est un exemple de mélange homogène. Donc, si je place un peu de sel, comme ça ici, et que là, je mélange, je vais y aller avec un fouet, je pourrais y aller avec une fourchette ou une cuillère, et je mélange le tout, comme ça ici. Ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça à la maison, c'est juste une explication scientifique avant qu'on commence notre prochaine recette. Vous allez voir que le sel disparaît complètement. Donc, le sel, c'est comme s'il disparaît. L'eau salée a la même apparence que l'eau non salée. Ça, c'est un mélange homogène. Le sel s'est dissous dans l'eau. Ça s'appelle une dissolution, mélange homogène. Le sel est considéré comme un soluté. L'eau est considérée comme un solvant. Le solvant dissout le soluté. OK, ça peut paraître bizarre parce que là, on parle de cuisine, là, mais vous allez voir que ça va avoir beaucoup de sens quand on va faire notre prochaine recette, solvant, soluté. Rappelez-vous de ça. Maintenant, il existe des mélanges hétérogènes. Des mélanges hétérogènes, dans un mélange hétérogène, tu ne peux pas voir les ingrédients à la fin du mélange. Tu peux voir les ingrédients à la fin du mélange. Je vous donne un exemple. Si je me fais une salade, hein, je peux encore voir les morceaux de laitue, les morceaux de tomates, les morceaux de concombre. Donc, je vois les ingrédients. C'est un mélange hétérogène. Une bonne grosse poutine, c'est un mélange hétérogène. Je vois les morceaux de patates, je vois les morceaux de fromage, je vois la sauce. C'est un mélange hétérogène. Au sucré, c'est un mélange homogène. Donc là, ce que je vous invite à faire, et je veux voir ça dans le clavardoir. Donc, je regarde les commentaires. Il y en a qui me demandent c'est quoi de la crème glacée. C'est de la crème qui est glacée qu'on utilise pour un dessert. Et il y en a aussi... Il y en a qui me demandent d'envoyer la recette. Donc, la recette, là, je vais la répéter, la dernière recette avant qu'on continue. C'était une tasse de crème ou de lait et à peu près une cuillère à soupe
de sucre et n'importe quel arôme, placé dans un petit sac, et là, tu places ça dans un sac d'eau glacée avec du sel. Donc, à peu près 4 à 5 tasses de glace pour une demi-tasse de sel. OK, on va continuer. Là, je vous demande de me donner des mélanges hétérogènes ici. Donc, dans la section des questions-réponses, je vous invite à me nommer des mélanges hétérogènes. J'en ai déjà donné 2 exemples. Hein? Une salade et une poutine, ce sont des exemples de mélanges hétérogènes dans la cuisine. Je vous en donne un autre exemple pendant que vous êtes en train d'écrire vos propres exemples. La pizza, la bonne pizza. La pizza, c'est un mélange hétérogène. Je peux voir les morceaux de piment, les morceaux d'oignon, les morceaux de sauce, les morceaux de fromage, les morceaux de croûte, hein, la pâte. Je peux tout voir ça. Donc, c'est un mélange hétérogène. Maintenant, il y a parfois des mélanges qui sont impossibles. Je vais vous montrer ce que je veux dire par ça. Si ici j'ai de l'eau, et laissez-moi juste venir me chercher, par exemple, un autre contenant ici pour vous montrer. J'ai un verre ici. Et dans le verre, je vais placer un petit peu d'eau pour vous montrer un mélange qui est impossible. Et là, je vais venir me chercher de l'huile. De l'huile. Comme ça ici. Vous n'avez pas besoin de faire ça, je vous demande juste de regarder, puis après ça, on va commencer notre recette très bientôt. Mais il y a quelques concepts de science que je veux qu'on voit avant. Je vais faire un zoom pour vous montrer ce qui se passe. J'ai placé de l'eau et j'ai placé de l'huile. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans la section des questions-réponses, qu'est-ce que vous remarquez au sujet de l'eau et de l'huile? Qu'est-ce que vous remarquez? Et je vais même m'amuser à mélanger en utilisant un petit fouet ici. Donc, mélanger. Et vous voyez que même si j'essaie de mélanger, dès que j'arrête de mélanger, qu'est-ce qui se passe? Je vous invite à l'écrire dans la section des questions-réponses. Qu'est-ce que vous voyez? OK, donc j'ai déjà des exemples de mélange hétérogène. Un hamburger, c'est un exemple de mélange hétérogène. Félicitations. Un sandwich, félicitations. Maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué ici au sujet de mon mélange? Vous avez probablement remarqué que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et ça, c'est un gros problème pour notre prochaine recette. Dans notre prochaine recette, l'objectif, c'est qu'on mélange de l'huile avec quelque chose qui ressemble à de l'eau. Hein? Quelque chose qui est principalement de l'eau, un acide. Donc, si je prends par exemple du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc, c'est un acide. Et un acide, c'est pratiquement de l'eau. Hein? C'est de l'eau qui contient un peu d'acide. Quand on fait de la vinaigrette pour mettre sur notre salade, de la vinaigrette, ça contient un acide qui est pratiquement de l'eau et de l'huile. Mais on doit les mélanger. C'est ça le problème. On veut être capable de mélanger quelque chose qui, en théorie, ne pourrait pas se mélanger. Donc, dans la prochaine expérience, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mélanger des substances qui ne se mélangent pas. L'huile est insoluble dans l'eau. Elle ne se mélange pas, mais on a un moyen pour tricher. Et le moyen pour tricher en cuisine, ça s'appelle un émulsifiant. C'est un gros mot. Je vais vous l'écrire parce que c'est un mot super important et ça va être vraiment important si vous continuez à étudier les sciences et la cuisine, de comprendre ce mot-là et de l'utiliser comme il faut. Donnez-moi un instant, je vais l'écrire ici sur le tableau. Un émulsifiant. Un émulsifiant, ça permet de mélanger de l'huile avec de l'eau. En fait, c'est une façon de tricher. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prend l'huile et ça la met toute en mini-gouttelettes. Et ces mini-gouttelettes-là, ensuite, peuvent se retrouver en suspension dans l'eau. Quand on fait notre vinaigrette, puis qu'on mélange notre acide avec notre huile, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'après 5 minutes, l'huile soit remontée au-dessus, puis tout le reste du mélange soit en dessous. Ça ne ferait pas de la très, très bonne vinaigrette. On veut que ça reste ensemble, donc on va utiliser un agent émulsifiant. Donc, voici ce que vous avez besoin pour notre deuxième recette de la journée, maintenant qu'on a fini notre crème glacée. Vous allez avoir besoin d'une huile. Et de l'huile, là, je vous laisse le choix de l'huile que vous voulez. J'en ai quelques-unes ici, des huiles. J'ai de l'huile d'olive, j'ai de l'huile de pépins de raisin, j'ai de l'huile de sésame. Votre choix, prenez l'huile que vous voulez, là, ça ne me dérange pas, pourvu que c'est une huile. Vous allez aussi avoir besoin, je vous les montre ici, les huiles, là. Vous allez aussi avoir besoin d'un acide.
Et dans un acide, puis là, vous n'avez pas besoin des trois ici, les huiles, hein? N'importe quelle, juste une. Vous allez avoir besoin d'un acide. Du bon vinaigre blanc, c'est un acide. Autre acide que vous pouvez utiliser si vous fouillez dans votre cuisine, j'ai ici vinaigre de vin blanc et vinaigre de vin rouge. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du vin. C'est un vinaigre de vin, donc ça ne contient pas d'alcool, donc ne vous inquiétez pas si les parents écoutent, là, ça n'est pas du vrai vin, c'est un vinaigre de vin. Vous avez aussi le vinaigre balsamique, hein, qui peut être très, très bon, qui a un très, très bon goût. Donc, ça aussi, c'est un acide. Si vous voulez, vous pouvez aussi y aller avec des fruits. Donc, par exemple, ici, j'utilise soit de la lime ou du citron. Si vous avez aussi du jus de lime ou du jus de citron, ça ferait la même chose. Pour faire aussi l'expérience, en plus d'une huile et d'un acide, ça nous prend aussi une substance sucrante, quelque chose qui sucre. Donc, voici quelques suggestions. J'ai ici du bon sirop d'érable local, hein, qui vient ici de la région de Belleville. Moi, j'anime à partir de Belleville, qui vient d'une érablière locale. On aime bien ça, acheter des produits locaux. Du miel, ça peut fonctionner aussi. Si vous préférez, tantôt, j'avais du sucre que j'ai utilisé, du bon sucre blanc. Ça peut être utilisé aussi pour ma crème glacée, c'est ce que j'ai utilisé. Ou de la cassonade, ça pourrait fonctionner aussi. Donc, si vous regardez les ingrédients maintenant, un acide de votre choix, un sucre de votre choix et une huile de votre choix. Maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé aussi d'un agent émulsifiant. Voici quelques suggestions d'agents émulsifiants qui vont permettre de mélanger l'huile et le vinaigre. Moi, je vais utiliser ici un agent émulsifiant qui s'appelle la moutarde de Dijon. Vous pourriez utiliser d'autres agents émulsifiants. Vous pourriez utiliser un jaune d'œuf. Faites attention, par contre, assurez-vous que vos œufs sont bien frais pour éviter la contamination, parce que c'est quand même cru. Donc, un jaune d'œuf pourrait fonctionner si vous n'avez pas de moutarde de Dijon. Un peu de mayonnaise pourrait aussi fonctionner comme agent émulsifiant. Maintenant, les compagnies, quand on achète de la vinaigrette, par exemple à l'épicerie, les compagnies vont utiliser d'autres produits chimiques. J'en ai ici dans ma cuisine, avec comme par exemple de la gomme de bois, de la gomme de xanthane. J'en ai ici dans mon armoire. Vous pourriez utiliser ces produits chimiques-là aussi. Mais moi, je trouve que la moutarde de Dijon, ça se fait bien, c'est pas trop dispendieux et ça n'en prend pas beaucoup. Fait que même si vous n'aimez pas le goût de la moutarde de Dijon, vous n'y goûterez pas vraiment. Fait que ça se fait très, très bien. Maintenant, on a un autre concept, mais cette fois-ci, ce ne sera pas un concept de science, ça va être un concept de maths à comprendre pour faire la meilleure vinaigrette du monde. Le concept que vous avez besoin de comprendre, c'est le concept des rapports. Donc, je vais revenir avec mon tableau ici. Un rapport, en mathématiques, c'est un peu comme une fraction, mais ce n'est pas nécessairement avec un numérateur et un dénominateur. Le rapport que vous allez avoir besoin ici, c'est un rapport 2 pour 1 pour 1. 2, 1, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, vous voyez qu'il n'y a pas juste un numérateur et un dénominateur. Mon rapport a 3 nombres ici. Il est formé de 3 nombres. 2 pour l'huile, 1 pour le sucre et 1 pour l'acide. Donc, peu importe la quantité de vinaigrette que vous voulez faire, il va falloir toujours mettre 2 fois plus d'huile que de sucre que d'acide. 2 pour 1 pour 1. Si tu veux faire beaucoup de vinaigrette, tu pourrais faire 2 tasses, 1 tasse, 1 tasse. Si tu veux faire énormément de vinaigrette, tu pourrais faire 4 tasses, 2 tasses, 2 tasses. Pas de problème. Moi, je vais faire ça très petit parce que je ne veux pas avoir... La vinaigrette, c'est bon, tu la fais, tu la manges le soir même. C'est meilleur que de garder ça pendant dans le réfrigérateur trop longtemps. Faites ça en petite quantité. Moi, je vais même y aller avec de très petites quantités. Mais rappelez-vous du 2-1-1. OK, on est prêt. On a maintenant nos sciences et nos mathématiques comprises. On va donc y aller avec la recette. Je vais utiliser ici un petit élément qui me permet de mesurer. C'est un petit verre. Vous voyez qu'il y a des millilitres dessus. Mais, encore une fois, ça ne dérange pas combien vous en mettez pourvu que vous respectiez le 2-1-1. Une autre chose que je peux vous suggérer, si moi j'aime bien utiliser des bons vieux bocaux de verre, hein, je les recycle, là, je les lave, j'enlève l'étiquette, puis ça fait des bons bocaux, ça nous permet de bien mélanger comme ça.
Si vous n'avez pas ça, peut-être que vous allez être obligé d'utiliser une fourchette ou un fouet pour créer votre mélange. OK, on commence. Je vous ai dit, puis là, je vais revenir à la caméra du Zoom pour que vous puissiez bien voir. Magie. OK. Excellent. Donc, là, en passant, c'est votre choix. Moi, je vais m'inspirer. Je sais, ça me tente de faire ça avec de l'huile de pépins de raisin. OK, c'est ce que je vais utiliser. On se rappelle que c'est 2 portions. Vous pourriez même faire, par exemple, 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à soupe. Ça ne dérange pas, là, pourvu que c'est 2, 1, 1. Donc, une première cuillère d'huile de pépins de raisin, une deuxième cuillerée d'huile. Vous utilisez l'huile de votre choix. Sachez par contre que l'huile d'olive, l'huile de sésame ont des goûts plus prononcés, tandis qu'une huile végétale, l'huile de tournesol, l'huile de cartame, l'huile de pépins de raisin n'ont pas vraiment de goût. Fait que ça dépend de ce que vous recherchez. OK. Maintenant, on veut ajouter notre vinaigre. Je vais y aller avec un vinaigre de vin blanc. Je vous rappelle que ce n'est pas du vin, c'est un vinaigre de vin. Donc, même si ça s'appelle vinaigre de vin blanc, c'est une substance qui peut aussi être utilisée par les enfants. Donc, je place 1. Donc, j'ai mis 2 d'huile, 1 de vinaigre. Et là, je dois placer ma substance sucrante. Disons que je vais y aller avec un contenant de sirop d'érable. C'est toujours bon, du bon sirop d'érable. C'est canadien, on aime ça. Franco-ontarien, même la petite érablière ici, à Belleville, franco-ontarien. On encourage ça. Et voilà. Donc, là, j'ai mes substances. Même si je mélangeais ça, ça se séparait. Tu vois, l'huile se sépare du sucre et du vinaigre. Donc, ce que je dois m'assurer, un agent émulsifiant. L'agent émulsifiant, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Hein? Je vais juste mélanger. OK. Juste un petit peu. Vraiment, là, juste, ça en prend juste un petit peu pour s'assurer que le mélange va rester ensemble. Si vous voulez aussi une petite pincée de sel, ça pourrait être bon juste pour donner un petit peu de goût. Là, je vais mettre une petite pincée de sel dans mon chose ici. J'utilise du bon sel rose. Et là, on mélange ça. Assurez-vous que le contenant ferme très, très bien. Et mélangez. Et là, c'est ça. Je vais revenir à la caméra principale. Donc, on mélange. Assurez-vous que c'est bien fermé. On ne veut pas avoir de dégâts dans la cuisine. Et là, vous voyez que c'est merveilleux parce que le mélange reste ensemble. Et si vous avez bien fait vos proportions, ça devrait donner quelque chose de délicieux. Hein? Si vous avez fait le 2-1-1. Je vais l'écouter. En passant, sachez que lorsqu'on goûte, hein, en tant que chef, souvent les chefs vont garder le cuillère ici, dans leur habit de chef. Donc, des cuillères de dégustation, mais qu'on utilise juste une fois parce que, évidemment, on veut éviter de propager les germes à d'autres personnes à la maison. Juste bien sucré, juste bien acide. Évidemment, si ça vous semble trop acide, vous pouvez rajouter un peu de sucre. Si ça vous semble trop sucré, vous pouvez rajouter un peu d'acide. Et là, vous pouvez avoir du plaisir aussi, là. Vous pouvez ajouter d'autres arômes. Vous pourriez ajouter des fruits, vous pourriez ajouter toutes sortes de choses à votre mélange. Et je vous invite à expérimenter. Tant que vous respectez le 2-1-1, ça devrait vous donner quelque chose de délicieux. Je vais même expérimenter. Je vais en faire une deuxième ici, parce qu'on aime ça, la vinaigrette dans la maison ici. Deuxième contenant. Je vais aller voir les questions pendant ce temps-là aussi. Ketchup pour agent émulsifiant, je ne sais pas, vous pouvez essayer. Je ne pense pas. Parce que dans le cas de la moutarde de Dijon et la mayonnaise, ils ont mis un agent émulsifiant pour s'assurer que ça ne se séparait pas. Dans le cas du ketchup, je ne sais pas s'ils ont mis un agent émulsifiant dans le ketchup. Je vais vérifier. J'aime ça les questions comme ça qui m'invitent à penser. Les ingrédients. Tomate, pâte de tomate, sucre, vinaigre blanc.
je ne vois pas rien qui dit qu'il y a un agent émulsifiant dans la liste des ingrédients. Vous pouvez l'essayer. Le pire qui va arriver, c'est que ça va se séparer. C'est correct aussi. Le jaune d'œuf fonctionne bien aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on commence nos mayonnaises en cuisine. OK. Je reprends maintenant. J'ai vu les questions. On se fait une deuxième vinaigrette. On va être créatif ici. Cette fois-ci, je vais y aller avec l'huile d'olive. Donc, n'oubliez pas que c'est 2 portions d'huile d'olive. Donc, une première portion d'huile d'olive. Une deuxième portion. Et là, on y va avec un vinaigre. Je vais y aller avec un vinaigre balsamique cette fois-ci. On va se faire quelque chose qui est plus goûteux. Parce que déjà, l'huile d'olive est plus goûteuse. Le vinaigre balsamique est plus goûteux que le vinaigre de vin blanc. Donc, tout dépend à quel point vous voulez que ce soit fort, que ce soit goûteux, ou si vous aimez mieux les goûts plus doux. Hein? C'est là que vous pouvez jouer avec ça. Donc, mon acide. Mon sucre, je vais y aller avec du bon miel. Ça, c'est bon, du miel. Le miel est très sucrant, fait que des fois, il faut en mettre peut-être un petit peu moins ou rajouter un peu plus d'acide. Hein? On peut toujours rejouer un coup qu'on a goûté. Et voilà. Un petit peu de sel. J'avais ma salière. Et là, c'est là que je vais m'amuser. J'avais des fraises tantôt qu'on n'a pas utilisées. On va les utiliser, mes fraises. Je vais revenir à la caméra zoomée pour que vous puissiez bien voir ici. En passant, si vous voulez cueillir vos fraises, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un couteau. Si vous n'avez pas la permission de vos parents d'utiliser le couteau, vous n'avez pas besoin d'utiliser le couteau. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut écraser des fraises. Vous pouvez les écraser à la fourchette. Moi, je vais les écraser avec quelque chose qu'on utilise beaucoup en science, c'est-à-dire un pilon et un mortier, comme ça ici. Donc, je vais placer les fraises ici, quelques fraises. On va enlever la queue des fraises. Et là, ici, je vais les écraser comme ça. Ça va nous donner quelque chose de vraiment délicieux. Mais c'est le fun qu'il reste des petits morceaux de fraises. Hein? Moi, j'aime beaucoup les textures en cuisine, là. Donc, j'adore les textures. Comme ça. Il écrase bien. Vous pouvez le faire à la fourchette si vous voulez. Ça se fait très, très bien aussi. Bien écraser mes fraises. Et voilà. Je vais déposer ça ici, dans ma vinaigrette. Ça va faire une vinaigrette très fruitée. Surtout avec le miel, ça va donner quelque chose de vraiment intéressant. OK. Là, on se prépare à shaker. Et on a shaké beaucoup aujourd'hui. On a mélangé notre crème glacée. Là, on mélange notre vinaigrette. Je suis de retour ici. On mélange ça, on s'assure que c'est bien fermé. Si vous n'avez pas de bocaux qui se ferment comme ça, vous pouvez le faire avec un fouet. Et là, hey, moi, je veux vraiment je veux goûter avant. Avant de le déposer sur la laitue, on goûte. Hein? Je prends une nouvelle cuillère. On ne veut pas transmettre nos germes, surtout en temps de COVID. Délicieux. Donc, on va finaliser le tout. Je vous montre ça. Parce que juste de la vinaigrette comme ça, c'est quand même un peu acide au goût. La vinaigrette ne sera pas consommée comme ça à la cuillère. Là. Donc, la vinaigrette va être utilisée évidemment avec de la salade, de la laitue. Donc, je me place un petit peu de laitue ici. Excellent, c'est délicieux. Moi, j'aime bien des petites tomates. Des petites tomates cerises, c'est toujours délicieux hein, dans une salade. Des petites tomates cerises comme ça. Waouh, ça va être bon. Et là, on place notre super vinaigrette. Comme ça ici. Avec les petits morceaux de fraises qui tombent. On va mélanger ça. On va mélanger la laitue, la salade. Et voilà. Excellent. Et c'est le temps de goûter. Viens se chercher une nouvelle fourchette. C'est vraiment en l'essayant sur de la salade qu'on a vraiment l'impression du goût. Délicieux. Je vous invite à me faire part de vos commentaires sur votre recette. Est-ce que vous avez eu besoin d'ajouter du vinaigre?
Est-ce que vous avez eu besoin de rajouter du sucre? Est-ce que vous aimez vos vinaigrettes plus sucrées ou plus acides? Ça, c'est intéressant que vous m'en parliez. Une des choses que j'ai remarqué, je pense que dans ma deuxième, je n'ai pas ajouté l'agent émulsifiant, je suis allé trop vite. Et déjà là, je vois que l'huile se sépare dans la laitue. Donc, c'est vraiment important. Vous voyez qu'on l'apprend en science, là, ça goûte un peu huileux justement parce que je n'ai pas placé mon agent émulsifiant. Ceci dit, dernier petit truc que je peux vous donner, si vous voulez une vinaigrette de type asiatique, je vous invite à aller vous chercher cette épice bizarre-là, que des fois, à l'épicerie, on voit ça, qu'on se dit, c'est quoi? Donc, cette épice bizarre-là qu'on voit à l'épicerie, ça s'appelle du gingembre. Et du gingembre, c'est super bon pour faire une vinaigrette de type asiatique. Et évidemment, le gingembre vient avec une genre de pelure. Donc, c'est important de le peler. Vous pouvez faire ça avec une cuillère ou avec un pelle légumes, comme ça ici. Et là, après ça, dans votre vinaigrette, un coup que vous avez bien pelé votre gingembre comme ça, OK, vous allez utiliser une petite râpe. Donc, une petite râpe comme ça ici. Et ça va être l'agent qui va ajouter du goût à votre... Vous allez le râper comme ça, puis à la fin, vous allez vous ramasser avec une genre de pâte ici de gingembre. Maintenant, pour rendre le goût très asiatique, ma suggestion, c'est que pour votre huile, utilisez de l'huile de sésame. En passant, l'huile de sésame, elle est très goûteuse, donc très, très forte. Vous pouvez décider de mettre, quand je vous dis 2 portions d'huile, vous pourriez mettre une portion d'huile qui ne goûte rien avec une portion d'huile. En tout, ça va faire 2 portions d'huile. Et là, vous mettez votre portion de vinaigre et votre portion de sucre. Donc, si vous voulez faire une vinaigrette de type asiatique, là, ma suggestion, ça serait de l'huile de sésame. Ça serait du gingembre comme élément goûtant. Donc, qui donne du goût, hein, qui donne de l'assaisonnement. Vous pourriez utiliser du vinaigre de riz. Je pense que j'en ai ici dans mon réfrigérateur. Du vinaigre de riz, ça serait super bon. Ah oui, c'est ce qu'on utilise habituellement pour faire des sushis. J'en ai, parce que j'en ai toujours, hein, parce que c'est tellement bon pour faire des sushis. Donc, un genre de vinaigre de riz. Et ensuite, le sucre, vous pouvez utiliser le sucre de votre choix. Ça, c'est pas très, très grave. Et ça, ajoutez des graines de sésame aussi. Et ça va vous donner une belle vinaigrette de type asiatique, là, super bon. Si tu fais une laitue comme ça, puis tu te fais un morceau de thon cuit, tu mets ça, ça va être délicieux. Donc là, je fais juste vous donner des trucs, des petites idées, là, mais c'est à vous d'explorer. Je vous invite à explorer, à tester ça, pourvu que vous gardez le 2-1-1. 2 huiles, 1 de sucre et 1 de vinaigre ou d'acide, vous allez être correct. Après ça, explorez les goûts. Ajoutez des arômes, ajoutez des saveurs, ajoutez des fruits, ajoutez des épices, ajoutez ce que vous voulez. Donc, ceci dit, j'espère que vous avez appris beaucoup aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer une dernière chose ici. On a un genre de sondage des ateliers. Donc, laissez-moi juste aller vous amener à la bonne diapositive. Donc, on a un sondage et le voilà. Donc, on vous invite à répondre au sondage dans le clavardage. On aimerait avoir votre opinion. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre opinion sur l'atelier d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Donc, on aimerait bien ça, avoir votre opinion dans la section des questions-réponses. Moi, je vais lire ça, je garde les commentaires, donc n'hésitez pas à les remplir. Ceci dit, si vous avez des questions sur n'importe quoi qui s'est passé dans l'atelier aujourd'hui, sur les recettes qu'on a fait ensemble, info@dominiquetremblay.com. Je revise une dernière fois les concepts. Donc, les concepts, on a fait de la crème glacée. Ça ne sera pas bien là. On a fait de la crème glacée en utilisant notre glace ici. Et ce qui est intéressant, si vous regardez, là, si j'utilise un thermomètre, la température va être en bas de 0. Donc, je peux vous montrer ici, là, la température est à négatif. Donc, elle est dans les négatifs moins 1 degré Celsius. Donc, ça nous montre qu'on a réussi à aller en dessous du point de congélation et le point de fusion normal de la glace. Et on a fait de la vinaigrette en utilisant nos connaissances mathématiques du rapport 2-1-1.
J'espère que tu as appris beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Au revoir.